Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous reprends pour un petit vlog. Et je vous prends également pour vous parler de cette petite réception que voilà. Parce que justement, pendant que j'étais en vacances, j'ai reçu un petit mail que j'ai ouvert en rentrant avec cette surprise. Monsieur Olivier Enfou. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je vous avais parlé de lui dans une vidéo précédente, parce que j'avais écouté son roman qui s'appelait « Ce que la mort m'a dit », où à l'intérieur il nous parle justement de son métier d'embaumeur, ainsi que de sa capacité un petit peu sensorielle comme ça avec l'au-delà, parce qu'il est également médium. Et contre toute attente, il a vu ma vidéo où j'en parlais, et il a plutôt bien aimé, et il m'a proposé justement de lire un nouvel ouvrage qui est sorti, si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, et bien, il me l'a envoyé. Alors vous voyez ici, avec ce bandeau, c'est un exemplaire qui n'est pas destiné à la vente, mais celui que vous pourrez acheter, évidemment, vous n'aurez pas ce bandeau. Il s'agit de Apocalypsis, donc de Olivier Enfou, et laissez-moi vous conter le résumé. À l'âge de 15 ans, en quelques mois, il écrit Apocalypsis, ses pensées, sa perception de la mort. Des écrits sous forme de textes courts, de paysages, des sensations, des symboles, des vibrations. Une communication avec l'au-delà, avec l'invisible, une proximité avec la mort bien avant sa naissance par cette EMI, expérience de mort imminente qu'il a vécue dans le ventre de sa mère. Un médium venait de naître. Une destinée hors norme pour cet adolescent de 15 ans qui, quelques années plus tard, allait devenir l'embaumeur aux 30 000 défunts, spécialisé dans les accidents d'avion, génocides, tsunamis, tremblements de terre, dans le monde entier. Cette mort précédant sa naissance physique a engendré un accroissement de sa perception, de la prise de conscience. Et à l'intérieur, justement, il est très original. Je l'ai à peine commencé, mais regardez comment il est présenté. C'est pas du tout comme un roman classique, c'est pas non plus de la poésie, c'est comme il disait, des pensées, des moments qu'il a voulu coucher sur le papier pour conserver sa perception à l'instant présent, parce qu'il a écrit ce livre, il avait 15 ans. C'est incroyable, j'ai lu déjà, je pense, une 50aine de pages. Moi, à 15 ans, clairement, j'écrivais pas ça, hein. Je faisais la couillon dans les bois avec mon chien, à la rigueur, mais incroyable. Franchement, qu'il ait couché sur le papier, justement, ce qu'il a vécu. Je récupère le marque-page qui était un mot de l'auteur, qui me remerciait. Et franchement, comme je vous disais, il a une plume, à 15 ans, incroyable. C'est très déroutant, de par le fait justement que ce n'est pas un vrai fil conducteur avec un roman de bout en bout, mais c'est très intéressant, et je pense que plus je vais avancer dans l'histoire, plus sa perception et sa vision justement de la mort va s'accroître, et pour le moment, c'est assez déroutant, mais intéressant. Voilà, ça c'était pour la petite réception, et c'est la seule que j'aurai à vous présenter, parce que j'en attends encore une qui n'est pas encore arrivée. Et pour vous dire que vous savez quoi, à l'heure actuelle, on est en juin quand je filme cette vidéo, et je n'ai toujours pas reçu mon roman que j'ai gagné à la masse critique. Ça va faire 2 mois. Suis-je maudite ? Je ne sais pas, y a-t-il un problème avec mon adresse? Les éditeurs ne m'aiment pas, je ne sais pas du tout. C'est fortement embêtant et c'est fortement étonnant, parce que d'après ce que je vois, les autres personnes reçoivent leurs romans, donc que se passe-t-il avec moi? Ma maison est-elle vraiment maudite? Dans ces cas-là, je vais appeler Olivier Enfou pour venir avec moi et témoigner de ce qui se passe par ici, parce que franchement, je ne comprends pas. Donc, affaire à suivre, peut-être que je vous parlerai dans une autre séquence de ce fameux livre que peut-être je ne recevrai jamais. En attendant, j'ai oublié de vous dire, avant que je coupe cette séquence, je reviens de la médiathèque. Je vais vous montrer 2-3 petits livres que j'ai récupérés cette semaine. Je suis tombée sur une BD de Aurore. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas lu quelque chose de cette dessinatrice, et j'aime beaucoup le design et les couleurs qu'elle fait. C'est trop beau. Je ne connaissais pas, ça s'appelle Harfang. C'est aux éditions Delcourt. Et regardez, c'est trop mignon. Et j'adore ce qu'a fait Aurore. J'ai notamment sa saga Pixie que j'aime beaucoup, que je relirai peut-être un de ces 4 à l'occasion, et je vous en parlerai, parce que c'est très beau ce qu'elle fait. Oh là là, oui, regardez comme c'est beau. Oh, j'ai très hâte. Je regarde pas plus parce que sinon je vais le lire pendant que je fais la vidéo et c'est pas le but, mais j'ai très très envie de découvrir.
cette BD que je ne connaissais pas de l'autrice. Alors ça c'est drôle. Je ne pensais pas les trouver à ma médiathèque, ni même les emprunter, mais j'en ai entendu des bons retours. Est-ce que vous connaissez Petit Requin? C'est un manga vraiment pour les plus petits, il est marqué à partir de 8 ans, avec un design, vous voyez, tout doux, très jeunesse, avec très peu de bulles, et on suit les aventures d'un petit requin, comme son nom l'indique. Je ne sais pas, ça a l'air trop mignon, j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est chez qui ça? Oh, le renard doré. C'est peut-être pour ça que j'en ai entendu parler. C'est de Penguin Box, j'ai oublié de vous le dire. Et je suis très curieuse de découvrir les aventures de ce petit requin. Il est parfait en plus pour l'été. En parlant de l'été, je vous en avais parlé de celui-ci qui est dans ma pile estivale et je crois même dans un de mes challenges de l'été. La délicatesse des papillons de Jenny Hale. C'est là aux éditions Prisma. Et c'est celui-ci que je vous disais que j'avais trouvé à ma médiathèque. Et avec cette couverture, il m'évoquait plutôt l'été finalement. Et c'est pour ça que j'avais envie de le découvrir. Et parce que je pense qu'au vu de ce qui est marqué dans le résumé, dont je vous avais parlé dans une autre vidéo, donc vite fait, ça va être une jeune femme chez qui plus rien ne va, qui a envie de tout couper au niveau de son boulot et qui va retourner dans la maison de son enfance, mais ça veut dire qu'elle doit faire face à la perte de sa grand-mère et revoir peut-être un ami d'enfance avec qui ça n'allait pas non plus au niveau de ses relations amoureuses. Bref, elle veut lâcher du lest, elle fait une espèce de burn-out, elle veut remettre sa vie en question. Ça me parle tout ça. J'ai envie de découvrir ce que ça peut donner et je pense que ça va être quelque chose d'assez doux. Il y a marqué une histoire familiale émouvante et tendre, un coup de cœur pour l'été. Je vous dis, il est parfait pour l'été. Et je ne sais pas, mais c'est le genre que j'ai envie de lire pour le moment, donc je vais me laisser tenter et je pense que celui-ci, je vais le sortir très bientôt de ma palle. Ensuite, mes cheveux, ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. J'ai trouvé Lilith. Le premier tome, c'est de Nina Vakueva et c'est chez les éditions Robinson, je ne sais pas, je ne connais pas du tout, mais j'ai trouvé le petit design très chouette et le synopsis est super original. Si en prononçant un simple mot, vous aviez le pouvoir de changer la face du monde, quel mot choisiriez-vous? Mais c'est excellent comme concept et c'est super mystérieux parce qu'on va suivre Lilith apparemment, qui est donc cette jeune femme là, qui est une déesse qui aurait ce fameux pouvoir, mais qui ne sait pas quel mot choisir. Ça a l'air fortement intriguant, j'aime beaucoup le design, c'est pour ça que je me suis dit je vais me laisser tenter. Ça a l'air chouette aussi pour pourquoi pas cet été. La fin a l'air d'être axée peut-être un peu plus rentrée scolaire, on va voir. Ce n'est qu'un livre 1, peut-être que le livre 2 sera pour la rentrée. Celui-ci, c'est pareil, il me fait envie. De même que la délicatesse des papillons, où je vous disais j'ai envie d'un genre assez doux, d'un genre assez... peut-être un peu évasion. Celui-ci me faisait fortement envie, parce que j'entends beaucoup, mais alors beaucoup parler. Vous voyez pourquoi j'en entends beaucoup parler, parce qu'il passe vraiment partout, sur toutes les sphères littéraires des réseaux sociaux. Un lundi, parfum matcha. C'est de Michiko Aoyama et c'est publié chez Nami. Alors oui, on est d'accord que cette couverture magnifique, évidemment, me faisait fortement envie. Mais j'aime bien ce qu'ils font chez Nami, c'est très doux, c'est très aéré au niveau de l'édition, et en général, c'est tout doux également au niveau de l'écriture. Donc, même si je ne bois pas de matcha, ça me donne quand même très envie de le découvrir et d'aller voyager au Japon avec celui-ci. Et enfin, celui-ci, je le cherchais depuis un bon bout de temps. Depuis en fait que j'avais vu qu'il faisait partie d'une masse critique. Celui-ci, je ne l'avais pas remporté, mais il m'intriguait beaucoup. Et quand j'ai vu que ma médiathèque l'avait, j'ai mis tellement longtemps à pouvoir le réserver, parce que pareil, beaucoup de gens le voulaient. Est-ce que vous connaissez Vert? Déjà, on s'arrête 30 secondes. Hein? Waouh! Waouh! Un bon gros bébé, hein. Je le voyais pas aussi épais en arrivant, mais waouh! Alors c'est pas en couleur, je m'attendais vraiment à une BD en coloré, pas du tout, tout est en noir et blanc. Ah, intéressant à la fin. Je viens juste de voir à la fin,
il y a marqué été et ça passe en couleur. Oh là 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 là. J'ai très envie de le découvrir. Et c'est l'histoire donc d'une métamorphose, celle de Clarence qui guette le jour où sa mère sortira de la jungle de tubes qu'il a maintenant en vie, tandis que son père barricade son chagrin derrière une agressivité surprotectrice. Celle d'Adèle qui ne parle pas, ou plutôt ne parle qu'aux arbres qui lui font ressentir les pulsations du monde, et aux oiseaux qui ornent sa tête depuis qu'elle a commencé à fleurir. Celle de Lucien, hypocondriaque et effrayé de tout contact avec l'extérieur jusqu'à l'apparition de ses premiers bourgeons. Celle d'une humanité frappée du jour au lendemain par une inexplicable mutation végétale. C'est l'histoire de racines qui s'entremêlent et de liens qui se nouent. Voilà pourquoi j'avais postulé, entre guillemets, pour essayer de le remporter parce que ça avait l'air incroyable. Incroyablement mystérieux et qu'il est beau. Un beau bébé que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Voilà, c'était donc ce que j'ai emprunté à ma médiathèque. Vous voyez, il est tellement grand qu'il me sert de support pour que je puisse vous parler. Mais avant donc de clôturer cette vidéo, je voulais vous parler vite fait de la dernière lecture audio que j'ai faite et qui était pour le Flowers Book Challenge si je ne me trompe pas. J'ai écouté donc Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix. Ça faisait un bout de temps pareil, celui-ci que j'en entendais parler partout, sur tous les réseaux sociaux. Et quand je l'ai vu à ma médiathèque, eh ben je l'ai pris. Et je l'ai pris également en version audio, comme ça je pouvais jongler entre les deux, ce qui était quand même assez long. Et je me doutais que j'allais pas avoir le temps de le lire en version papier pour pouvoir le rendre parce qu'il était déjà emprunté. Donc je l'ai terminé en audio. Et c'était pas mal du tout. Un petit peu dommage que le rythme n'ait pas été le même partout parce qu'il y a franchement les premières parties, c'est intéressant, ça se met en place, mais c'est justement de la mise en place qui est assez longue. Tandis que le reste, c'est punchy, c'est bien, c'est psychologique, c'est noir à souhait. Et c'est vraiment ces parties-là que j'ai adorées. Très intéressant avec donc Adam Jacuri qui est expert psychiatre, tant dans le médical, on va dire classique, que dans le pénal. Parce que justement, il doit expertiser des meurtriers et dire s'ils doivent ou non recevoir un jugement parce qu'ils étaient maîtres de leurs actes au moment du meurtre, ou si au contraire ils n'étaient pas sains d'esprit et qu'ils doivent terminer leur jour en institut psychiatrique pour être soignés. Et qu'est-ce que ça donne justement quand un expert psychiatre voit des personnes qu'il a jugées saines ou non d'esprit se retourner contre lui? Très intéressant, et ça montre mine de rien que personne n'est à l'abri à aucun moment. Et c'est très chouette justement de voir les retournements de situation, les espèces de nœuds dans l'esprit qu'elle nous fait faire l'autrice en nous baladant à droite à gauche, en nous amenant vers un tueur mais plutôt ensuite par un autre, ou en nous donnant des soupçons sur le personnage principal, puis avec sa famille. Bref, elle nous balade un petit peu dans tous les sens. C'était très intéressant, mais j'aurais aimé justement un rythme un petit peu plus soutenu sur toute la durée du texte et pas uniquement concentré vers la fin. Pas mal donc, une très belle découverte, et je comprends l'engouement qu'il y a eu derrière, même si chez moi ça n'a pas été un coup de cœur. Et je pense que c'est sur ces derniers mots que je vais clôturer en tout cas la première partie de ce vlog, parce que j'ai encore plein de choses à vous dire, mais on va éviter donc que ce vlog ne fasse 2 heures. Recoucou tout le monde, je vous reprends quelques petites minutes avant de partir m'évader encore une fois ailleurs, mais j'ai reçu 2-3 petites choses que j'avais tellement envie de vous montrer, parce qu'il me tarde de pouvoir les lire, donc je vais vous les montrer, comme ça je pourrai ensuite les dévorer. Et ensuite, je vous parlerai de 2 petites lectures que j'ai terminées. 2 ou 3, je sais plus. En bref, je vais vous montrer tout ça, et on va parler de livres juste après. Alors, les 2 réceptions que je vais vous montrer sont 2 choses que j'ai achetées, donc avec mes propres sous, il n'y a aucun partenariat. C'est juste que ce sont 2 artistes que j'aime beaucoup, et j'avais envie de les soutenir en leur donnant un peu de mon argent. Et celui-ci, je crois que je vous ai bassiné avec depuis X temps que j'attends sa sortie. Il avait été repoussé parce qu'elle avait beaucoup de travail, il fallait attendre la mise en prod et compagnie. Ça y est, j'ai enfin le premier tome entre les mains. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai hurlé de joie en ouvrant ma boîte aux lettres parce que... Ah, Northern, enfin,
Contemplez comme il est beau depuis le temps que je l'attendais. C'est le tome 1 d'une trilogie. C'est créé par Orpheline et c'est de l'auto-édition en BD. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis joie de l'avoir enfin reçu. J'avais une petite carte de remerciement à l'intérieur avec Sandre et Faust, les deux personnages principaux de cette aventure. Est-ce que vous pouvez baver 30 secondes devant la beauté du trait de ces personnages, de cette quête des elfes qui dépérissent face à une maladie qu'ils ne comprennent pas. Ah, c'est beau, j'ai trop hâte de pouvoir le lire, les découvrir. Ah, je ne sais pas quoi redire de plus après, à part... Je l'attendais avec tellement d'impatience. Et quand j'ai su que c'était un premier tome, mais qu'il y en avait 2 autres qu'il allait falloir que j'attende, le suspense est déjà insoutenable alors que je n'ai même pas commencé. Mais je sais que ça va se dévorer. J'aime beaucoup ce que fait Orpheline. Je sais que je vais adorer. Avant même de l'avoir pu le commencer, tellement j'ai vu de fanart passer, de gens en parler, et même Orpheline elle-même qui parlait de ce petit bébé qu'elle avait depuis tellement longtemps dans la tête. J'ai hâte, et vous n'allez pas tarder à en entendre reparler parce que je vais le lire très bientôt. Ah, ça aussi, je vous en parle depuis pas mal de vidéos que j'attendais sa sortie avec la plus grande des impatiences. Et ça y est, j'ai pu le commander. Il est arrivé, il sent vraiment bon, littéralement parlant, parce que il y a de la lavande avec, donc le paquet il est embaumé, vous pouvez pas savoir à quel point ça sentait bon dans ma boîte aux lettres. Et j'ai plein de petits goodies avec. Vous voyez de quoi je veux parler? Alors ça c'est le pochon dans lequel le livre était livré, mais mon été cosy. Ça y est, je l'ai reçu. Il est magnifique et il va parfaitement venir compléter ma collection. J'avais hâte de le recevoir et maintenant j'ai très hâte de pouvoir le lire. Mais je voulais l'unboxer entre guillemets avec vous. Je dis des guillemets parce que je l'ai déjà ouvert, trop impatiente, et j'ai fait un petit réel là-dessus d'ailleurs juste sur Instagram. Mais je voulais vous montrer également en vidéo ce que contenait le paquet. Et à l'intérieur, il y avait donc un petit sachet de thé. Il s'appelle Douceur d'été, thé noir, abricot confit, pêche fruitée et notes biscuitées. Se boit chaud ou froid et laissé infuser 3 à 4 minutes. Je suis curieuse de tester en version à froid. Pareil, je sens rien du tout à part la lavande qui embaume, mais je vous en dirai des nouvelles. Et en parlant de lavande justement, regardez, c'est trop mignon. Un petit pochon de lavande qui est floqué Caro from Woodland. Ça sent tellement bon. J'ai hâte de pouvoir le mettre peut-être dans mes placards pour embaumer mes vêtements. Mais trop chouette. À l'intérieur, il y avait également une très jolie carte de remerciement, comme ceci, avec derrière de quoi aller découvrir ce que fait Caro. Il y avait également un petit sticker stayer, comme ceci, beaucoup trop mignon, que je vais rajouter à ma collection des petits stickers trop mignons. Une très jolie carte, mon été cosy, en papier un petit peu granuleux comme ça, qui fait avec un effet un petit peu rustique, j'aime beaucoup. Le très joli marque-page qui va avec, que j'aime beaucoup également, et évidemment, le bébé. Oh là 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 là, regardez. N'est-il pas magnifique? Regardez, il est trop beau. Et si je prends 1 ou 2 pages au hasard pour vous montrer à l'intérieur comment ça se passe. Oh, elle est belle cette page. Attendez, la revoilà. Elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup. Oh, j'aime ces recettes. Et à la fin, il y avait, quand on l'achetait sur le site de Caro, il y avait cette petite chose à la fin, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, qui s'appelle « Un cadeau cosy à l'intérieur à mes chères lectrices. Allez de l'été cosy à Woodland-la-Vallée. » Et à l'intérieur, oui, on voit un peu, se glisse un petit goodies également.
Et le petit goodies, le voici. Une extension de mon été cosy à travers un carnet de voyage. Et ici, il est consacré à la Provence. Pareil, toujours avec de très très belles illustrations. C'est vraiment super joli. Ah là là, j'ai hâte, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de découvrir tout ça, tant le petit carnet de voyage que le livre Mon été cosy en lui-même. Oh, il va venir trôner parmi les autres saisons cosy. Ça fait bizarre presque de dire que ça y est, je les ai toutes. Lui, il me reste encore à le découvrir en lecture, mais ça fait vraiment mais très très plaisir de pouvoir l'avoir à la maison. Et il va bientôt venir trôner parmi ma bibliothèque. Je vous en reparle lui aussi très bientôt parce que évidemment que je vais le dévorer cet été. Voilà, ça c'était mes 2 petites réceptions que j'attendais avec la plus grande des impatiences et je suis donc ravie de pouvoir bientôt les dévorer. J'attends encore un SP, si je ne me trompe pas, en courrier. Je sais pas ce que fabrique la poste parce que ça fait un petit bout de temps que normalement l'auteur me l'a envoyé. Wait and see. Et sinon, parlons de choses un petit peu plus joyeuses avec ce petit manga que j'ai terminé et qui faisait partie du Ice Cream Summer Challenge. Donc voilà, déjà une catégorie, ok. Fruits Basket, c'est le tome 15, c'est toujours de Natsuki Takaya et c'est toujours publié chez Delcourt. Et c'est toujours aussi chouette, mignon, nostalgie également avec ces souvenirs que j'ai quand je les avais découverts pour la première fois, que j'attendais avec la plus grande des impatiences la traduction pour avoir le prochain tome. J'aime beaucoup cette petite série où les membres d'une famille sont maudits par les signes du zodiaque chinois et qui se transforment en leurs signes au contact du sexe opposé. Très original, très chouette, avec beaucoup de messages forts et très beaux à l'intérieur, énormément d'humour, un très joli trait, une belle histoire, bref. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette série. Je vais la continuer parce que j'ai tous les tomes depuis qu'ils sont sortis en fait. Dans cette version-là, c'est la première édition. J'aime beaucoup. Et donc je vais continuer ma quête de lecture de cette saga que j'aime tout particulièrement. Et peut-être que vous verrez passer la suite d'ici quelques vidéos. Je viens également de terminer un SP qui se nomme Le Basculement de Stéphane Esca. Merci beaucoup d'ailleurs à lui de me l'avoir fait parvenir en version e-book, parce qu'il avait l'air intriguant et il serait parfaitement entré au niveau du mois de la fantaisie, parce que là on est sur c'est un peu de la fantaisie slash dystopie slash un petit peu post-apo, pas mal, avec une très bonne idée derrière qui est que le monde a basculé. Du jour au lendemain, il y a eu un énorme, on va dire, tremblement de terre qui a fait énormément de dégâts, qui a tué quasiment toute la population, et ceux qui restent doivent réussir à survivre parmi des créatures fantastiques comme apparues par magie depuis cet énorme tremblement de terre. Il y a maintenant des licornes, des loups-garous, des gnomes et compagnie, et notre héros, Tom, pense devenir fou quand il voit un gnome déjà sur l'imprimante. Il se dit qu'il n'a pas passé une bonne nuit et qu'il commence à manquer sérieusement de café et de discernement. Mais le fameux basculement arrive et le gnome est toujours là. Donc il se dit que finalement il est peut-être pas si fou que ça, et ce petit gnome va l'aider, va l'introduire dans ce pays magique, va lui apprendre que lui-même est une source magique capable de manipuler l'éther pour pouvoir faire des choses fantastiques, des choses dont il ne se soupçonnait absolument pas être en pouvoir de le faire. Et petit à petit, ça va être des rencontres fortuites avec d'autres humains, avec d'autres créatures magiques, et ils vont essayer de refaire, entre guillemets, l'âge de pierre, de réévoluer et de réapprendre à vivre avec la nature. Parce qu'il y a des très bonnes idées au niveau de ce livre qui sont que ce fameux basculement a flingué tout ce qui était technologie, tout ce qui était matière synthétique, tout ce qui était pas en rapport avec la nature pure. Ce qui fait que les seuls habits qui restent, ce sont ceux en coton par exemple. Tous ceux qui ont été en matière mélangée ou synthétique sont tombés en lambeaux. Toutes les matières qui ne sont pas nobles ou qui ne sont pas genre de bois ou issues vraiment de ressources premières, tout est tombé en poussière. C'est une superbe idée et qui va apprendre aux humains à revivre finalement sans toute cette technologie à laquelle ils sont si habitués.
Et évidemment qu'il va y avoir les forces obscures contre les forces de la lumière, dans ce chamboulement post-apocalyptique un petit peu survival, pas mal du tout, avec quand même des phases assez longuettes, j'ai trouvé. Il y avait beaucoup pour réapprendre à vivre un petit peu entre guillemets à la koh, il y a des moments, mais c'était des phases qui s'étiraient entre des maladies, entre des conseils, entre des gens qui veulent s'enfuir, d'autres qui veulent rester, certains qui veulent rationner, d'autres qui veulent laisser les personnes âgées ou inutiles mourir. Bref, vous voyez à petit peu près le topo. C'était pas mal, avec donc, comme je vous dis, des problèmes au niveau du rythme, parce que il y avait des phases assez contemplatives, assez lentes, et après ça repartait en punchy, ça revenait en calme, et ainsi de suite. Des très bonnes idées. J'ai passé un bon moment, et quelque chose me dit qu'au vu de la fin, c'est un tome qui pourrait se suffire à lui-même, tout comme il pourrait avoir également une suite. À voir ce que ça pourrait donner. Et enfin, avant de vous quitter pour cette séquence, il faut que je vous parle absolument de ma dernière lecture. J'ai besoin de vous en parler, parce que je l'ai enfin trouvé, donc comme je vous disais, à ma médiathèque sur la séquence précédente, et je l'ai dévoré. En un jour. Oui. J'ai pas su m'arrêter, parce que... Waouh! La délicatesse des papillons de Jenny Hale, ici publiée aux éditions Prisma, qui est une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas avant d'avoir ce livre entre les mains. Ouh, comme il a résonné fort en moi celui-ci, parce que comme je vous disais, on va suivre une jeune femme qui est dans un tournant de sa vie où ça va pas très très bien. Elle vient de se faire dégager de son travail manu militari pour une personne plus jeune, plus ambitieuse et qui lui a piqué tous ses clients, parce que tant qu'à faire, hein. Elle le supporte assez mal, évidemment, surtout que sa mère veut la convoquer avec sa sœur dans le chalet familial, dans ce cadre magnifique d'une forêt près d'un petit lac au milieu de l'Oregon sauvage. Incroyablement bien ce dépaysement, c'était vraiment très très chouette. Et le problème, c'est que cette petite maison familiale, c'était la maison de sa grand-mère. Grand-mère qui est décédée et où elle a vraiment du mal à faire le deuil parce qu'elles étaient excessivement proches toutes les deux, à défaut d'être proches de sa sœur parce qu'elles ne s'entendent pas bien toutes les deux et qu'elles sont un petit peu en froid. Et ajoutons à cela le fait que c'était un petit peu son village d'enfance, où elle a laissé également son amour d'enfance pour aller faire ses études et qu'elle n'est plus jamais revenue depuis. Vous voyez un petit peu le style de chamboulement qu'il y a à l'intérieur de cette femme et de ce livre. Et derrière ça, il y a quand même de très beaux messages, il y a des retours un petit peu aux sources, j'ai envie de dire. Et j'ai passé un excellent moment de lecture, même s'il a fallu un moment que je le mette en pause, que j'aille faire un tour dans la forêt pour m'aérer la tête, parce qu'il, comme je vous dis, résonnait vraiment avec ce que je vis dans certaines étapes de ce livre. Il m'a foutu une clacasse en pleine tronche, en mode ok, ouais, bon, là, je me ressens un peu en corrélation avec elle, il faut que je prenne du recul parce que sinon, ça va pas être possible, je risque de pleurer. Et je ne pleure jamais pour un livre. Donc, vous voyez l'état émotionnel dans lequel celui-ci m'a mis, et c'était une très bonne chose parce que... Excellent moment de lecture. Alors c'est vrai que le pitch peut faire penser un petit peu à un téléfilm, parce qu'il y a beaucoup de choses négatives, entre guillemets, à des sentiments forts, mais au final, on se doute que ça va bien se terminer pour tous les personnages. C'est un peu le cas, mais c'était une très belle écriture, une très belle plume, qui m'a donné envie de lire d'autres de ses ouvrages. J'en ai vu un autre qu'elle avait sorti qui avait l'air pas mal. Attendez que je retrouve le titre, c'est marqué à la fin. Le murmure des copeaux de bois givré, qui a l'air d'être un petit peu dans la même vibes, mais en hiver. Peut-être que pour le cold winter, qui sait. En attendant celui-ci, such wow. Comme je vous dis, je me suis vraiment reconnue au niveau du personnage qui ne sait plus trop où il en est au niveau de son travail, qui est un peu perdu au niveau de ce que veut sa famille et qui a besoin d'espace, de reconnexion avec elle-même, avec la nature, avec ses sources. Waouh! J'ai adoré!
contre toute attente, un contemporain avec un petite romance, oui, mais elle arrive à la fin. Elle est un peu présente au niveau du livre parce qu'on sent les sentiments de cette jeune femme qui a laissé son amour d'enfance pour aller faire ses études. Donc évidemment qu'il va y avoir des connexions dès qu'ils vont se retrouver. Mais elle n'est pas si présente que ça. Elle vient pas nous étouffer. Elle est vraiment concentrée sur la remise en question, sur le ressourcement, la nature et les relations humaines entre plusieurs personnages. Très très chouette. Franchement, je pense qu'il va faire partie de mon top de cette année, parce que même si je ne m'y attendais absolument pas, contre toute attente, je l'ai adoré. Et c'est sur ces belles paroles que je pense que je vais venir clôturer cette séquence. On se retrouvera certainement pour de nouvelles lectures. J'ai presque fini une audio qui était pas mal du tout, donc je vous en reparle évidemment très bientôt. Et recoucou tout le monde. Je pense que ceci sera la dernière séquence de ce vlog, sinon, comme d'habitude, on va avoir un truc beaucoup trop long, et ça va être très long également à monter et vous à regarder. Donc, trêve de blablatage, j'ai des petites choses à vous montrer par ici. Par quoi je commence? Je sais pas trop. J'ai plein de trucs à vous montrer, donc je vais commencer par 2 nouveautés que j'ai récupérées à ma médiathèque. Alors oui, ça fait pas longtemps que je vous ai montré ce que j'avais récupéré à ma médiathèque, mais j'ai déjà tout fini, donc j'y suis retournée. D'ailleurs, je vous ai parlé de la délicatesse des papillons dans la séquence d'avant, ou d'encore avant, je sais plus, bref, dans ce vlog en tout cas, mais je ne vous ai pas parlé de Un lundi parfum matcha. Je suis un peu désorganisée, je passe du coq à light, comme dirait Gad Elmaleh. Bref, Un lundi parfum matcha. Ça va aller très vite parce que je l'ai abandonné. Ah, ça l'a pas fait avec moi, je suis désolée, franchement, pourtant, ça avait l'air super chouette, tout doux, cocooning, cosy, comme beaucoup de livres des éditions Nami, et c'est là que ça a pêché avec moi, c'est que c'est exactement la même trame que tous les livres des éditions Nami. Et au bout du 3e ou 4e livre que je lis chez eux, ça m'a un petit peu lassée, je vous avouerai. C'est-à-dire que Un lundi parfum matcha, ça va être la rencontre fortuite d'une jeune femme avec ce café qui vous permet justement de déguster un bon petit matcha. Mais ce matcha a une histoire, si vous tombez dessus, c'est forcément par un hasard, pas si hasardeux que ça, finalement c'est le destin entre guillemets qui vous a emmené là. Et le fait de pouvoir aller déguster ce matcha va vous amener à reconsidérer certaines choses dans votre vie, dans votre entourage, et vous amener à faire des discussions avec des personnes totalement inconnues qui vont, entre guillemets, vous changer la vie. Et cette trame-là est la même pour chaque personnage qui va se rendre dans le café. Donc, redondance entre chaque personnage de chaque chapitre, malgré le fait que ça tourne quand même dans une année complète, donc on énumère chaque mois et les personnages reviennent en fonction des mois. Mais c'est un petit peu redondant, c'est exactement la même chose à chaque fois. Et comme je vous disais, que ce soit dans le livre des recettes oubliées, que lui pourtant j'avais vraiment beaucoup aimé, le livre sur la bibliothèque, bref, celui sur la laverie, le café des chats, bref, c'est la même trame à chaque fois. C'est une personne qui va arriver de manière fortuite, qui va déguster quelque chose ou qui va parler avec des personnages, ça va lui faire revivre des choses de sa vie et ça va aller mieux ou pas après. Et ça m'a saoulée, entre guillemets, alors que ça avait l'air vraiment quelque chose de chouette. La plume est très douce, c'est très cocooning, mais la même trame au bout du 5e livre, je suis passée à autre chose. Vraiment désolée, je pense quand même qu'il y a un énorme public là-dessus, parce que c'est quelque chose qui marche, c'est de la lecture douceur, cocooning, comme ça. Donc, à voir quand même, parce que j'aimerais bien la suite, par exemple des recettes oubliées, parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome, même si je me doute que le chemin là sera exactement le même. Il y a d'autres livres qui m'intéressent quand même aux éditions Nami. À voir, je vais prendre entre guillemets un petit peu de recul, attendre avant d'en lire un autre, que l'aspect justement schéma redondant s'estompe un petit peu dans mon esprit, et on verra par la suite. Mais en tout cas, celui-ci, ça l'a pas fait avec moi. Mais à la base, j'étais quand même partie pour vous montrer les 2 nouveaux livres que j'ai récupérés à ma médiathèque. Parce que donc, La délicatesse des papillons et Un lundi parfum matcha, je les ai finis. Ah oui, on est d'accord que j'ai 512 000 SP à lire et à peu près 412 000 livres plaisir à lire également.
mais ça ne m'empêche pas d'aller fouiner dans ma médiathèque et de ressortir avec des petites pépites. Parce que celui-ci, j'en avais entendu parler, il m'intriguait. Alors c'est un mélange apparemment de drame psychologique et de thriller, donc je me suis dit, parfait pour mon challenge. Sauf que c'est Lina Nordquist qui l'a écrit et j'ai déjà lu la lettre N. Le drame de ma vie, ce challenge, au niveau des lettres, que je relis sans cesse la même lettre sur des auteurs différents, donc je n'avance pas. Mais qu'importe, il avait l'air chouette. Est-ce que vous avez entendu parler de ce petit livre ? Celui qui a vu la forêt grandir, donc de Lina Nordquist, et là c'est chez 10-18 qu'il est publié. J'aime bien déjà la couverture, cette ambiance un petit peu, on ne sait pas si c'est paisible, si c'est angoissant, entre les deux, moi j'aime bien en tout cas, et on va être entre la Norvège et la Suède, entre deux époques différentes, je vois 1897 et 1973, avec une famille qui a fui d'un côté, et de l'autre, deux veuves qui vont emménager exactement dans la même maison, au milieu de la forêt. Alors déjà, rien que le cadre, moi je trouve ça parfait justement, en petite lecture d'été. Et donc ces deux veuves vont emménager exactement dans la même maison que je vous disais, que la famille des années 1897. Et qu'il y a des secrets qui vont être dévoilés, donc ça a l'air bien sympathique tout ça. Ça va me ralentir évidemment dans les autres lectures parce que celle-ci n'était pas prévue, mais qu'importe. Je ne sais pas résister à un bon roman. Et en parlant de bon roman, si je dépose celui-ci ici, lui c'est pareil, j'en ai beaucoup entendu parler et j'avais très envie de découvrir ce que fait cet auteur. Alors, Olivier Ciechelski, si c'est pas comme ça que ça se prononce, je suis désolée. Encore la lettre C, j'ai déjà lu la lettre C, mais qu'importe. Mais qu'importe. Oh là là, cette couverture déjà, elle m'embarque. Ça a l'air incroyable. Feu dans la plaine, aux éditions du Rouergue Noir, ça a l'air super chouette. Et là c'est pareil, on va être dans une espèce de policier, une espèce en même temps d'ode à la nature. Ça a l'air très chouette. Ça a l'air vraiment super chouette et j'ai très envie de le découvrir. Et comme j'ai découvert qu'il l'avait à ma médiathèque, je me suis dit que ça pouvait être très chouette de pouvoir le lire cet été. Donc ces deux petites lectures n'étaient pas prévues, mais au détour d'un rayon, finalement, elles se retrouvent entre mes mains. Voilà, j'en ai fini donc avec ces deux petites lectures qui n'étaient pas prévues. Et en parlant d'imprévu, dans le Ice Cream Summer Challenge, il y avait une catégorie qui disait de lire un livre qui était imprévu. Et je vous avais dit que j'allais découvrir celui-ci. C'est Apocalypsis de Olivier Anfou, et il est auto-édité si je ne me trompe pas. Et il était imprévu parce que c'est l'auteur qui m'avait contacté. Et donc, j'avais pas prévu de lire et de le découvrir à la base, mais l'occasion s'étant présentée, je n'ai pas pu résister. Et j'avais très envie de le découvrir parce que, déjà, j'étais étonnée que l'auteur ait vu l'une de mes vidéos précédentes où je parlais de son livre « Ce que la mort m'a dit ». Waouh! Franchement, quand c'est l'auteur qui regarde la vidéo et qui vient me voir après, j'ai vraiment pas l'habitude et je suis super contente d'avoir eu l'opportunité de discuter avec lui et de découvrir ce roman qui est vraiment particulier. Je n'avais jamais rien lu comme ça auparavant. Je vous avais dit le résumé, je crois, dans une autre vidéo. Mais donc, il a écrit déjà ce livre à l'âge de 15 ans. Vous avez vu ça ? À l'âge de 15 ans ? Waouh ! Respect. Déjà, respect. Et au vu de l'écriture, à aucun moment, moi, à 15 ans, j'avais ça dans la tête et j'avais l'idée de le coucher sur le papier. Franchement, je suis bluffée par ce que l'auteur a réussi à écrire à si jeune âge. Et donc, Apocalypsis, c'est un recueil de pensées, on va dire, de sa perception de la vie comme de la mort, parce qu'en fait, il nous raconte que au moment de naître, il est mort. Alors c'est assez ambigu dit comme ça, c'est sûr, mais en fait, au moment justement que sa mère a couché, lui, il est mort dans le ventre de sa mère. Les médecins ont réussi à le réanimer. Et c'est pour ça que maintenant, il a pu écrire ce livre et continuer à vivre sa vie. Mais du fait justement qu'il ait vécu une EMI, une expérience de mort imminente, ça lui a donné une certaine sensibilité avec l'au-delà. Et c'est super intéressant de savoir justement son point de vue à lui, qui est quelqu'un qui a la possibilité d'avoir une certaine sensibilité,
une certaine communication avec des âmes, avec des événements que le commun des mortels n'a pas ou ne soupçonne pas, voire même n'y croit pas carrément. Et là, justement, c'est un recueil, comme je vous disais, de pensées, parce que déjà, au niveau de la présentation, vous voyez, c'est très particulier, c'est pas comme un roman dit classique, c'est un fil de pensée qu'il a couché au fur et à mesure que ça lui venait en tête. Alors c'est pour ça que c'est un peu par moments décousu, où on passe, on va dire, d'un chapitre à un autre au niveau de sa tête, où on passe d'une idée, d'une perception, d'une sensation, d'une évolution, et tous ces éléments vont partir dans un petit peu, entre guillemets, tous les sens, point de vue que le fil de sa pensée est assez déconstruit. Mais on le suit à travers des événements, à travers donc des perceptions, des pensées, sur ce que ça lui a apporté, lui, d'avoir cette expérience de mort imminente, comment il voit la chose de la vie, de la mort, de un peu l'entre-deux, parce qu'il va nous parler à un moment d'éléments un petit peu religieux, un petit peu mystiques, tout ce qui va être un peu le jardin d'Éden, le purgatoire, les anges, les démons, les fantômes, les âmes, tout ça. Il nous compile tout ça à l'intérieur et en ressortant, je ne sais pas, un peu comme ce que la mort m'a dit, si j'ai aimé ou non, parce que c'est tellement quelque chose d'atypique que j'ai pas encore d'éléments, on va dire, de comparaison pour pouvoir réellement, on va dire, m'appuyer dessus et peser les deux écrits. Mais en tout cas, première découverte de ce style, c'est à la fois étrange, original et intriguant. J'ai envie de dire mystique, un petit peu passionnant, nébuleux comme ça. Et je vous encourage à découvrir non seulement Apocalypsis, qui je crois va sortir très bientôt s'il n'est déjà disponible. Allez faire un tour du côté de Amazon notamment, ou carrément du côté de l'auteur pour savoir où vous le procurez, et regardez également sinon les autres œuvres qu'il a écrites, tant ce que la mort m'a dit, qu'il en a fait d'autres également où il parle beaucoup plus de son métier d'embaumeur, que là c'est plutôt, comme il avait 15 ans, sa perception justement de la vie et de la mort avant son métier d'embaumeur. Et c'était très intéressant. Comme je vous dis, j'avais jamais rien lu de tel, donc si la curiosité vous porte, je vous invite donc à découvrir cet étrange monde qu'est Apocalypsis, fascinant, déroutant, et vous n'en ressortirez, je pense, pas indemne. Un autre aspect dont je voulais vous parler, il s'agit de oniriphage. Incrustation de cette merveilleuse couverture, à la fois dans des tons un petit peu gothiques, un petit peu oniriques et cauchemardesques. Parce qu'un oniriphage, c'est une sorte de démon qui se nourrit des cauchemars des humains, mais qui ne sait pas s'arrêter, entre guillemets, parce qu'il va jusqu'à tuer l'humain, voire le laisser dans un état aphasique total, où l'humain de toute façon va terminer en légumes une fois que le démon se sera nourri. Et nous on suit Stella, qui est une jeune sorcière qui combat ces onirifages. Le problème c'est que Stella est une adolescente qui est un petit peu tête brûlée, et donc qui fait un petit peu près tout ce qu'elle a envie, même si on lui dit non. Et elle va se retrouver en fâcheuse posture, évidemment, parce qu'on lui a dit de ne pas s'engrancher dans une bataille sans du renfort au bout. Elle va pas écouter, ça va mal se passer, et elle s'est dit que tant qu'à faire, tant qu'à désobéir, elle allait invoquer un démon pour savoir qu'est-ce qu'on lui cache, pourquoi certains onirifages devraient être détruits et d'autres non, alors qu'on lui a toujours appris de tous les tuer. Évidemment que cette invocation va très mal se passer, et elle va se retrouver maudite. Une malédiction pas très sympa, vu qu'elle va commencer à pourrir, entre guillemets. Ça commence par ses mains, et cette malédiction va s'étendre très lentement vers son corps, pour après la ronger complètement et la tuer. Alors ça commence pas très très bien pour elle, donc elle va essayer de s'en sortir, de réparer sa boulette, et de découvrir en même temps pas mal de secrets et ce qu'on lui cache. Et pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller dans l'enfer des onirifages. Et alors là, on va se retrouver dans un monde complètement qui va basculer. Et c'est là que j'ai trouvé que franchement, la plume et les idées du world building de l'autrice sont incroyables. Parce qu'elle va nous emmener dans plusieurs enfers, plusieurs cases qui vont représenter en fait les cauchemars des humains. Et c'est du génie.
Genre, je sais pas, si vous avez peur des poupées, vous allez avoir un cauchemar particulier. Si vous avez peur des araignées, si vous avez peur de l'eau, du vide, du noir, bref, chaque peur, chaque terreur, chaque cauchemar va devenir une source de pouvoir pour les ennemis qui vont essayer de s'en nourrir, certes, mais de s'en servir contre les humains qui viennent dans leur enfer et qui ont décidé justement de les mettre à mal. Et c'est très intelligent, très intéressant, et les idées peuvent arriver à l'infini parce que il peut y en avoir des tonnes et des tonnes de cauchemars. Et c'est un monde qui est un petit peu donc onirique, cauchemardesque, gothique, avec des ambiances un petit peu à la Alice Madness Return. Et justement, je voyais bien dans ma tête, au vu de la description de la plume, presque un jeu vidéo avec des plateformes qui volent à droite à gauche, une ambiance un petit peu nébuleuse, un petit peu dans les tons violines comme sur la couverture, avec ces créatures cauchemardesques qui viennent justement nous faire vivre nos pires cauchemars. Ça avait l'air très chouette. Un peu d'Alice Madness Return, un peu de Revival justement avec ces espèces d'âmes, d'esprits qui se nourrissent du cauchemar. Ça me faisait penser un peu à cette vision-là. Un petit peu presque du Kingdom Hearts aussi par moment, avec ces créatures que j'imaginais un petit peu noires aussi par moment. Et cette espèce de direction de plateforme en plateforme parce que les personnages agissent un petit peu de manière décousue. J'avoue que c'est un petit peu le point noir que j'avais au niveau de cette lecture, c'est que les personnages, j'ai eu beaucoup de mal avec eux parce qu'ils vont vraiment dans tous les sens. Et l'héroïne, étant une adolescente en pleine crise d'adolescence, elle m'a énervée. C'est logique. Elle a envie justement de s'émanciper, elle déteste qu'on lui cache des choses, en même temps elle veut être très adulte, mais elle a un côté enfantin, une crise d'adolescence en bonne et due forme. Mais sinon, à part ça, comme je vous dis, beaucoup d'idées qui nous portent dans un monde de fantaisie vraiment atypique, très sympa, et je pense que ça plaira vraiment à beaucoup de monde, plutôt axé young adulte, mais les adultes, je pense qu'ils vont également bien apprécier, parce que c'est une plume qui se relie vraiment bien, et j'ai vu qu'elle avait fait d'autres écrits qui apparemment étaient vraiment sympas, qui avaient une bonne critique aussi derrière, donc quelque chose me dit que Siana, je vais regarder d'un peu plus près ce qu'elle a fait. Je crois qu'on a fini côté SP, et on va passer à des lectures dites plaisir que je suis en train de faire ou que j'ai tout juste terminé. Et en parlant de lecture tout juste terminée, je l'ai dévoré. Je vous l'avais dit dans une séquence précédente, je l'ai reçu. Ça fait tellement longtemps, des années que je l'attendais, qu'il est arrivé, j'ai même pas attendu 24 heures et je l'ai défoncé. Mais qu'est-ce qu'il était chouette et qu'est-ce que je suis frustrée de n'avoir que le tome 1. J'ai déjà envie de dévorer la suite. Oh là là. Elle fait des choses incroyables, Orpheline. Alors, outre le fait que je suis archi fan de ce qu'elle a fait au niveau du design, les personnages, les décors, les animaux, les mises en situation, bref, c'est incroyable. L'histoire est vraiment chouette, avec un peuple d'elfes qui vit reclus parce qu'ils sont maudits, et les humains ne veulent pas s'en approcher de peur de recevoir eux aussi la malédiction, parce qu'un de leurs tombeaux a été profané, une relique y a été volée, et depuis ça a déclenché une malédiction qui les ronge et qui les tue à petit feu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a volé la relique? Pourquoi? Et apparemment, la fameuse relique aurait été retrouvée, mais il y aurait eu pas mal de changements avec, et ça a un lien avec le monsieur Faust qui est sur la couverture. Je ne vous en dis pas plus. J'adore Faust et Cendre qui sont les deux personnages principaux. Faust qui est un humain qui a des pouvoirs très étranges, je vous laisserai découvrir pourquoi, et Cendre qui est une elfe qui est victime de cette fameuse malédiction et qui cherche à la lever par tous les moyens. Très hâte d'avoir le tome 2 et le tome 3 évidemment. J'attends avec impatience et dès que la sortie sera annoncée, je serai au rendez-vous pour les 2 tomes parce que j'ai adoré celui-ci. On reste dans du graphique, mais ça n'a rien à voir avec Northern, parce qu'on change complètement d'ambiance, avec Petit Requin. C'est de Penguin Box, et c'est publié chez le Renard Doré. Et je l'ai trouvé, mais alors totalement par hasard celui-ci. J'en avais entendu parler, et... Ok, aucun rapport avec le Faust qu'il y avait juste à présent, mais regardez
ce design tout choupinou, ce petit requin qui prend la vie et qui va à travers des petites histoires toutes mignonnes, je sais pas, là, faire une randonnée, assez atypique pour un requin, on est d'accord. Il va apprendre l'amitié avec des petits voisins, il va apprendre la musique, planter des fleurs, découvrir les saisons. Bref, c'est pour les plus petits. Il y a marqué à partir de 8 ans. Je pense que même quelqu'un d'un peu plus jeune, avec les parents pour lui expliquer, je pense qu'il trouverait ça vraiment tout doux, attachant. C'est très mignon. J'ai les 2 premiers tomes que j'ai trouvés à ma médiathèque. Là, c'est le premier que j'ai lu. J'ai trouvé ça très chou. Non mais, le design, c'est tout mignon, franchement. Ce petit requin, il n'y a quasiment pas de dialogue. Tout est dans le jeu du visage de ce petit requin, dans la mise en place des scènes, dans les mimiques. C'est très mignon, très rafraîchissant, parfait pour l'été. Et pour les plus petits, je pense qu'ils vont se régaler. Alors très rapidement, vu le timing, je pense que je vais enchaîner sur la dernière lecture audio que j'ai terminée, qui s'appelle La Selkie. C'est le premier tome, le dernier oracle. C'est de Megara Nolan et je l'ai lu sur Audible. Et franchement, c'était un premier tome vachement sympa. J'ai pu le découvrir parce qu'il faisait partie de mon abonnement jusqu'à fin juin et il était très très chouette. Franchement, un condensé de mythes et légendes et du monde entier, le tout regroupé en Écosse. Parfait. Franchement, c'était la destination idéale parce que j'aime beaucoup l'Écosse, même si je n'y ai jamais mis les pieds, je rêve de visiter ce pays. Et ensuite Bri, qui est donc une Selkie, d'où le titre de la saga. Et Bri, elle fait partie de la brigade de protection des créatures magiques. Sa dernière mission ne s'est pas excessivement bien passée, et son boss en a ras-le-bol, qu'elle soit aussi taciturne et qu'elle soit aussi intransigeante et que les missions tournent mal dès qu'on lui met un coéquipier. Donc il la punit, entre guillemets, il la transforme en garde du corps pour un jeune garçon qui vient d'arriver et qui doit être sous la protection de la brigade parce qu'il serait le dernier oracle. Un oracle, c'est donc une personne qui peut voir l'avenir, c'est une race qui a été décimée tant par le peuple magique que par les humains, et visiblement il en resterait un qui a été agressé avec sa famille et qui donc doit être sous la protection de Bri et de la brigade. Et évidemment ça va pas se passer comme prévu, qu'il va y avoir des tonnes de péripéties, que Bri, déjà, va en avoir ras-le-bol de faire la nounou parce que c'est absolument pas ce pourquoi elle a été engagée. Donc elle va continuer l'enquête de laquelle on l'a déchargée pourtant, et évidemment qu'elle va se mettre dans des situations improbables et en embarquant Jace avec elle. Mais ce premier tome était très sympa, bourré d'action, d'humour, de créatures magiques, de dépaysement, très chouette. Et il reste encore plein de mystères qui va nous amener sur un tome 2, puis un tome 3. Et je serais curieuse, je vous avouerai, de continuer la suite, à voir, mais en tout cas, au vu de la fin du premier, c'est très prometteur. Et maintenant, très brièvement, on va passer sur les lectures que j'ai en cours et un petit bonus à la fin. Je vous dirai ça dans 30 secondes, mais j'ai commencé, enfin, Hurlement de Alma Katsu. Et oui, je lui ai mis dans à peu près tous les challenges pour être sûr d'au moins le sortir, sinon je loupais toutes les catégories de tous mes challenges. Mais ça faisait bien longtemps que j'avais envie de le découvrir. Je l'ai à peine commencé, vous voyez, j'en suis à 83 pages précisément au chapitre 7, donc ça fait pas beaucoup pour le moment. C'est pas ce que j'attendais, j'ai envie de dire pour le moment. Je m'attendais à une épopée, une traversée dans le désert pour aller d'un état à un autre. Pendant ces grandes traversées qu'il y avait eu en Amérique à travers justement les steppes indiennes, là où les gens n'étaient pas les bienvenus évidemment, où ils devaient affronter le froid, où ils devaient affronter la chaleur, où ils devaient affronter les animaux sauvages et donc les Indiens, pour aller d'un état à un autre. Et c'est un peu ça, mais qu'est-ce que c'est lent. Je sais pas ce qui se passe pour le moment. Il n'y a pas trop ce côté fantastique. On est avec cette fameuse horde qui va chevaucher à travers les plaines. Un petit garçon a été retrouvé mutilé et pour le moment, on n'en sait pas plus. On accuse des loups, on accuse des Indiens, on accuse une force obscure, mais du bout des lèvres. Donc pour le moment, il n'y a pas ce fameux côté fantastique. J'attends de voir.
J'espère que ça va bouger un peu plus, parce que je m'attendais un peu à un mix de 1883, le préquel de Yellowstone, mais avec un côté fantastique. Je suis mitigée, mais je suis qu'à 83 pages, donc c'est le début. J'espère que ça va basculer vers quelque chose que j'adore, parce qu'en tout cas, j'en attends beaucoup. En audio, je suis en train d'écouter La Psy de Frida McFadden, parce que cette autrice, on en entend parler de partout, avec la saga de la femme de ménage, avec donc La Psy que je suis en train d'écouter, avec La Prof qui vient de sortir, et je me suis dit, j'allais me lancer, écouter ou lire quelque chose de cette autrice, et La Psy m'intriguait beaucoup, avec ce couple de jeunes gens qui voulaient déménager, visiter une grande maison perdue au fond des bois, et qui aurait été l'ancienne maison d'une psy qui a disparu, avec de forts soupçons comme quoi on l'aurait assassinée. Et en visitant cette maison, bloquée par une tempête de neige, ils vont tomber sur des cassettes qui auraient été enregistrées par cette psy et qui comptent les séances qu'elle a fait avec ses patients. Et ça m'intriguait beaucoup parce que j'aime beaucoup le côté psychologique. Il y a un côté un petit peu film d'horreur qui se met en place avec ce couple qui va se retrouver bloqué par une tempête de neige dans une maison seule, perdu au fin fond des bois, avec aucun réseau, avec une lumière allumée à l'étage, mais personne à l'intérieur. Ça semble un petit début de film d'horreur, ça. Maison hantée, tueur en série, tout ça, tout ça. Et le côté psychologique, justement, avec cette psy et ses enregistrements, m'intriguait beaucoup. Et il me reste à peu près 2 heures d'écoute. Et waouh! C'est un peu comme Hurlement, c'est pas tout à fait ce que j'attendais, j'ai envie de dire. Alors peut-être que je partais avec des espérances un peu trop hautes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bof bof pour le moment. Je suis plus en train de dire je vais continuer, mais pas parce que je suis happée par le récit, parce que j'aimerais absolument savoir ce qui se passe, mais plutôt parce que depuis le début, je me dis ok, on va aller par cette trame-là, j'ai 2 possibilités, je vais aller jusqu'au bout pour voir laquelle des deux, en espérant qu'une des deux soit bonne, va être prise. Mais ouais, j'en parlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo où je l'aurai terminé, mais pour le moment, c'est pas tout à fait ça. Donc je rejoins un peu l'avis d'Ingrid la lectrice qui m'a dit aïe aïe aïe, je viens de le terminer, tu me diras ce que t'en penses, mais moi, ça l'a pas fait. Pour le moment, je suis un peu mitigée, il est vrai. On verra dans une prochaine vidéo ce que j'en aurais pensé. Peut-être qu'un retournement de situation fera que je changerai d'avis. Et sinon, pour conclure cette vidéo qui est déjà avec un timing, mon Dieu, une fois de plus, hein, j'avais fait une précédente séquence où je vous parlais de fameux livres que j'attendais depuis X temps, que j'avais gagné avec la masse critique de Babelio, et que j'avais zéro news. Babelio m'avait envoyé un mail en disant je suis désolée, depuis le mois d'avril, on est dernière semaine de juin quand je filme cette vidéo, depuis le mois d'avril donc, zéro réponse de la maison d'édition malgré d'énormes relances de la part de Babelio. Donc ils m'ont dit je suis désolée, je pense que le livre n'arrivera jamais, la maison d'édition ne répond pas, et donc eux vont arrêter de travailler avec eux, et moi je m'assois sur mon petit livre. Je fais sniff, tant pis, hein, 2 fois d'affilée, saoule un peu quand même, je suis triste. Et là, hier, contre toute attente, parce que j'avais vraiment perdu tout espoir, je vois arriver dans ma boîte aux lettres les éditions Mera. Je me dis mais what? J'ai reçu un mail de Babelio il y a quelques jours me disant adieu, tu ne l'auras jamais. Et regardez ce que j'ai entre des mains. Les éditions Mera m'ont envoyé finalement le livre 3 mois après. Je suis trop contente et en même temps, j'ai envoyé un mail à Babelio en leur disant voyez avec eux point de vue communication loupé parce que finalement je l'ai reçu. Alors, je leur ai dit j'ai une chronique à faire derrière parce que c'est le deal en gros, quand on gagne un livre, c'est pour faire une chronique. Je leur ai dit moi le timing était de 1 mois, ça fait 3 mois que je l'attends, maintenant vous attendez pour la chronique, hein, on est d'accord. Mais bref, je l'ai reçu. Ça, c'est le petit flyer pour vous cacher, entre guillemets, le titre. Et ça m'embête parce que, franchement, les éditions Mera, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Voilà un extrait de leur catalogue. J'avais travaillé avec eux sur, celui-ci, L'homme sans sommeil.
qui était vraiment chouette, de Antonio Lancetta. Il en a fait un nouveau, je suis très curieuse de le découvrir. Et moi je voulais découvrir celui-ci, La fleuriste de Alicia Sinica. La croix et la bannière pour le recevoir, hein, celui-ci. Donc maintenant que je l'ai, je suis déjà super contente. Merci aux éditions Mera, malgré le temps d'attente gigantissime. Attendez. Mais qu'est-ce donc que cela? Des illustrations. Trop chouette. Très envie de le découvrir. Il avait l'air vraiment noir, assez atypique. Ce sera mon premier thriller polonais. Très curieuse et très en joie de pouvoir le découvrir, finalement. Donc je vais vous en reparler très bientôt. Parce que maintenant que je l'ai, je l'avais mis en plus dans un de mes challenges, j'étais en train de me dire non, je vais devoir le remplacer. Il est là. Je vais le lire. Je vais vous en parler très bientôt. Et j'espère franchement qu'il sera à la hauteur de l'attente que j'ai eue pour le recevoir. Bref, avec La fleuriste, je remercie quand même les éditions Mera parce que j'aime quand même beaucoup ce qu'ils font dans cette maison d'édition au niveau des publications. Donc je vais le lire et je vous donnerai mon avis, j'espère, très prochainement. Et sur ces mots et ce roman, je vais conclure ici cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à utiliser la section des commentaires pour qu'on discute ensemble des livres que je vous ai présentés ou de ce que vous voulez me parler. Et sinon, on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Je vous souhaite d'excellentes lectures. A plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Ciao!